Champignons hallucinogènes, iboga, ayahuasca, psilocybine, MDMA, ces noms ne vous disent peut-être rien, mais ils renvoient à beaucoup de substances actives, à des drogues plus ou moins légales, et puis qui fleurissent pas seulement dans le milieu de l'addictologie ou de la défense, mais également dans le milieu du développement personnel, de la quête de soi, que ce soit en France ou à l'étranger, qui représentent à la fois un business et puis une idéologie, si ce n'est un dogme dans certains milieux, un rituel de passage qui fait que on cherche une transcendance, on cherche une quête, on cherche à se défaire d'une dépendance, on se défaire d'une maladie aussi, et puis avec des effets plus ou moins aléatoires, parce qu'évidemment, il n'y a pas de substance miracle, qu'elle soit synthétique ou naturelle. On va voir ici qu'est-ce que ça peut représenter, à la fois comme opportunité thérapeutique, parce que c'est étudié par le CNRS notamment, mais pas que, et puis comme danger, parce que qui va les prendre, sur quel terrain, évidemment, on va essayer de mettre de la nuance et de la complexité, et pas tomber dans le classique binaire bien-mal. Bienvenue à vous sur cette vidéo. On va essayer d'avoir une réflexion approfondie sur l'attrait immense dans le monde occidental des substances pour aller chercher une quête de soi, une sortie de maladie, un arrêt de symptômes et aussi se désaccoutumer d'une autre drogue. Alors, il y a un engouement depuis, on dirait, une quinzaine d'années, mais qui s'est fortement accéléré sur les dernières années. Période de crise oblige, période de quête de sens oblige, on voit fleurir des voyages, des road trips, sans jeu de mots, en Amérique du Sud, dans l'Afrique au niveau du pays du Congo, ou autre, où on va faire chercher de l'ayahuasca, de l'iboga. On voit aussi fleurir des études sur le cannabis thérapeutique, sur la MDMA, qui est une drogue de synthèse, sur aussi la psilocybine, et puis évidemment sur l'ecstasy, où il y a déjà eu des études qui sont faites. Et puis on voit la science, la recherche qui s'engouffre dedans. Notamment le CNRS, qui travaille à la fois sur les états modifiés de conscience et sur les principes actifs de ces drogues de synthèse ou naturelles, et leurs effets positifs, à la fois sur la régulation de l'humeur, la régulation du système nerveux, on pense à l'épilepsie, la régulation du sommeil, la régulation de la douleur, on en parle aussi sur la sclérose en plaques, et puis aussi le fait de sortir de certaines addictions, notamment héroïne, cocaïne ou autres substances fortes. Ça paraît bizarre de combattre le mal par le mal, mais en tout cas, ça semble fonctionner pour certains profils dans certains cas. Donc beaucoup de choses sont à l'objet d'études, mais il y a déjà des thérapies sauvages, des thérapeutes sauvages qui croient en ce qu'ils font, alors qu'ils voient un business model très fructifiant, et puis une manne financière qui va derrière, avec souvent des personnes ou perdues, ou en souffrance telle, qui n'ont plus la lucidité et le libre arbitre de vraiment choisir. Mais ça révèle quelque chose de profond dans notre société, cet appel à un rituel de passage, j'en parlerai, et puis à prendre quelque chose plutôt de l'extérieur et de rester dans le remède et quelque part dans le médicament, aussi puissant, fort, dangereux soit-il. Alors il y a ce courant dans les années déjà un peu 70, avec Hoffman qui avait travaillé sur le LSD, les acides, et puis qui avait fait tout un mouvement, on va dire, à la fois pour la festif, mais également avec des résolutions thérapeutiques involontaires, et puis petit à petit, on va dire de manière indirecte, on se donnait cette information-là. C'était un peu sauvage, il y a quelques scientifiques qui s'y sont intéressés, mais c'était, on va dire, en dormance. Le cannabis, c'était la même chose, et puis on voyait des pratiques expérimentales un peu à droite à gauche, notamment dans le monde occidental, avec des effets, notamment sur le système nerveux, des gens qui avaient des troubles du système nerveux ou des douleurs, ou des pertes de repères, et puis il y avait des effets qui étaient sensiblement les mêmes, c'est-à-dire un apaisement. Mais il y avait déjà des effets secondaires qui étaient marqués, mais ceux-là, c'est toujours difficile de les voir quand on est idéologue. Des gens qui décompensaient complètement, qui pouvaient aller jusqu'au décès. Et donc là, j'aimerais faire un bond de quelques dizaines d'années en avant, on va dire une cinquantaine d'années, pour arriver à nos jours, puis avec cette période où ça a fleuri. Donc on a vu le cannabis thérapeutique en Amérique du Nord, donc Canada, puis certains États américains, qui est dépénalisé. On pense beaucoup, on va dire, à la Californie, où avec surprescription, on peut prendre cela pour différents usages. Ça peut être la sclérose en plaques, ça peut être l'épilepsie, ça peut être des douleurs chroniques à la suite d'interventions chirurgicales. Bref, il y a déjà des recommandations. Et puis, on se rend compte que pour les états dépressifs, la psilocybine, donc ce qu'on appelle vulgairement les champignons hallucinogènes, ont des effets thérapeutiques qui seraient démontrés. Et donc là, il y a des études qui commencent à se mettre en place. Dans certains pays, on voit qu'il y a une utilisation très raisonnée, très appliquée, très dosée, mais il y a des effets vraiment notés sur la dépression. Il y a
pays voilà, comme la Suisse qui sont un peu plus en avance sur la recherche, pas vraiment au niveau de nos voisins proches. Pour ce qui est de la France, il y a des instituts de recherche médico-scientifiques qui travaillent dessus de manière active, et comme on le sait, entre le moment où on découvre quelque chose, on passe en essai clinique et on valide pour la population, bah, ça peut prendre 8, 10, 15, voire 20 ans. Donc on est à ce moment-là un peu pivot où ça risque de basculer, mais il y a tout évidemment un enjeu économique derrière. C'est si on sort des personnes d'état chronique où elles sont déjà médicamentées, avec toute une prise en charge, on va dire quotidienne, donc avec un revenu sur plusieurs dizaines d'années, et bien évidemment il y a une mise en concurrence et un travail de lobbying qui est fait pour venir contrer ce qui serait une avancée. Alors, vous avez bien vu que je prends bien soin de parler au conditionnel. J'aimerais maintenant déporter ça du côté, on va dire, des neurosciences. Vous avez le CNRS dans des instituts de neurosciences qui travaillent aussi sur des drogues de synthèse, comme la MDMA, notamment pour voir quelles actions il y aurait. Donc c'est une drogue récréative qui est jugée avec plein de guillemets, peu d'effets secondaires et peu d'addictologie, contrairement à la cocaïne, par exemple. Et donc, où là, on se rend compte que ben, au niveau neuronal, au niveau synaptique, il y a des liens qui se font, et puis il y a un apaisement, il y a un côté euphorique qui sortirait les gens on va dire, d'un état dépressif, et qui les remettrait quelque part en phase. Donc là, pareil, c'est à l'étude. Mais là où je voudrais aller un peu plus loin, je dirais, dans une réflexion sociétale, peut-être même anthropologique, c'est sur l'immense essor de cette mode, on peut parler de mode, de ce courant, d'aller chercher à l'extérieur, donc à l'extérieur du territoire français, puis à l'extérieur de soi, eh bien des substances pour retrouver un équilibre perdu. Et là, je vais faire un hyper focus sur la psilocybine, donc les champignons hallucinogènes, l'ayahuasca et l'iboga. Donc trois substances naturelles qu'on va retrouver essentiellement sur le continent amérindien, sud-amérindien, en Afrique noire, côte ouest, corne de l'Afrique noire, à l'ouest, Congo, enfin l'ensemble de ces pays-là, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, mais pas que. Et puis la psilocybine, c'est dans pas mal de pays, hein, parce que ça pousse assez facilement. Et donc on voyait déjà un public qui s'y intéressait il y a une vingtaine d'années. C'était des gens qui avaient des addictions, notamment aux drogues dures, comme l'héroïne, le plus souvent, et donc qui investissaient en dernière instance de sevrage dans des voyages, organisés ou pas, auprès de chamans reconnus ou pas, pour aller faire des cures d'ayahuasca ou d'iboga, donc où la plante viendrait travailler à la fois de manière physiologique et à la fois de manière, on va dire, au niveau de l'esprit et de la conscience, avec tous les guillemets qu'on pourrait y mettre. On va pas faire une vidéo sur la conscience, mais voilà, je vous laisse presque libre à votre propre définition. Et donc, dans l'optique d'un sevrage, donc ça s'accompagnait souvent, enfin ça s'accompagne, parce que c'est toujours en cours, de vomissements qui peuvent durer plusieurs heures, voire quelques jours. Donc des crises vraiment d'élimination très fortes, avec des remontées psycho-émotionnelles qui peuvent être très violentes. Donc on va dire il y a une descente un peu aux enfers, à la fois dans l'organisme, parce que là c'est vraiment tout l'organisme est pris et capté par la plante pour dynamique de sevrage, puis également il y a cet effet d'être confronté à ces pensées noires, ces anxiétés, ces traumas également. Et donc il y a eu des effets, oui, mais on a vu aussi des gens qui ont complètement décompensé, qui n'ont pas su avoir la stabilité et le cadre sécurisant ni les ressources pour pouvoir s'adapter aux effets de la plante, soit sur la première prise, soit sur la répétition des prises, et ça on va y revenir, et donc qui décompensait psychiquement, avec derrière la nécessité d'une prise en charge en psychiatrie, et des fois ça allait jusqu'à l'arrêt cardiaque, parce que le corps n'arrivait pas à encaisser ce travail-là, donc des morts pendant les séances, et puis des crises de délirium qui allaient jusqu'à se faire interner avec une impossibilité de remédier avec le réel, et donc prise en charge médicamenteuse en institut psychiatrique. Donc il y avait déjà cela, la personne jetait une pièce en l'air en se disant, voilà, la dépendance est trop forte, mais est-ce que le corps va tenir par rapport à la plante? Est-ce que l'esprit va tenir par rapport à la confrontation des traumas? Parce que souvent il y a prise de drogue sur des traumas qui vont venir agir comme un pansement, comme un sédatif à la souffrance psychique. Et donc ça peut être peut-être éviter de décompenser jusqu'au suicide un temps, puis après la substance fait qu'on est addict. Et en fait, on est prisonnier, et dans une tentative de sortir de cette addiction forte, il y a une autre prise de substance, mais qui peut s'avérer ou curative,
ou létale, ou entre les deux, qui nous sort de nous-mêmes et avec une dissociation avec le réel. Donc ça, c'est bien connu, ça a été documenté malheureusement pas mal. Et donc ce public a évolué pour aller vers un public un peu plus New Age, comme on pourrait dire, qui est en quête de transe, à travers la mode d'un chamanisme occidental, mais qui va chercher, on va dire, une réponse, quelque part, au vide spirituel occidental, à l'extérieur, dans des pays ou dans des cultures où il y aura encore des racines de cette expression spirituelle d'un point de vue animiste, donc c'est-à-dire de lien avec la nature, où la plante viendrait faire l'intermédiaire avec un monde, on va dire, dématérialisé. Et donc ça, ce mouvement-là, il a une quinzaine d'années, et puis il s'accentue. Et donc on voyait essentiellement les gens déjà dans le développement personnel qui avaient déjà un parcours préalable, et qui allaient chercher, on va dire, la plante dans... comme une espèce d'aboutissement, avec une prise, avec deux prises, avec trois prises. Mais là, depuis, on va dire, 5-10 ans, 7-8 ans, on voit une accélération des prises, de manière très régulière, de manière très forte, et puis non plus des déplacements, des voyages de l'Europe jusque sur les pays d'origine, donc c'est-à-dire ayahuasca en Amérique du Sud, notamment Pérou, et puis Iboga en Afrique noire, côté ouest, mais là où les plantes sont importées, soit par des chamans, soit par des thérapeutes marchands, et puis les stages peuvent se réaliser avec les prises en France. Et donc là, tout ce problème se pose, si on va chercher un côté animique et une quête spirituelle, d'importer quelque chose qui n'est plus local, en fait. Donc là, il y a tout un côté symbolique. Ce qui représentait avant un effort, le fait de se déplacer, d'aller réserver un avion, prendre un billet, prendre des informations à distance, trouver une personne ressource sur place, trouver peut-être un logement, trouver un cadre de stage qui demandait un effort significatif, un effort de déplacement avec un décalage horaire, une adaptation, le fait d'aller dans des endroits reculés comme la jungle. Aujourd'hui, on peut le faire simplement en prenant un TGV, un train à grande vitesse, et puis à quelques heures de Paris, aller trouver un stage qui apporte ces plantes-là qui ont été extraites de leur environnement originel. Donc la démarche est plus du tout la même. On va dire on est dans un consumérisme de spiritualité qui correspond finalement bien à l'époque, comme si elle était avalée, et puis qu'on vidait un peu le sens aussi initiatique d'aller à la rencontre de la plante. Là, c'est la plante qui vient, comme on commanderait un Uber, comme on commanderait un Deliveroo, mais comme aussi on peut commander de la drogue en ligne sur le Darknet et encore même pas, de manière plus ou moins légale. Donc, c'est-à-dire qu'on consomme, on va dire, du bien-être sans y mettre l'effort nécessaire. Alors évidemment, c'est pas aussi binaire que ce que je décris, mais quand même, c'est ce mouvement-là qui fait que on ramène de la substance, on organise un stage, tout est prévu, on fait son paiement PayPal par CB, et voilà, on peut faire ça le week-end. On bosse dans le marketing sur Paris, on prend le train pour Bordeaux, un petit TER direction le Creux des Landes, et déjà dès le vendredi soir, si on a pris son vendredi après-midi, eh ben, le vendredi soir, on est sur place, on fait son stage le samedi, le dimanche, on rentre le lundi matin, et après avoir pris la plante, et puis voilà. Donc je caricature un petit peu, je fais un petit peu une blague, mais quand même, ça se passe comme ça, parce qu'évidemment, je parle de ce que je peux entendre, de ce que j'ai pu voir comme retour, de ce que je peux voir aussi comme promotion de ces événements-là, et donc si je fais une vidéo, c'est que j'en ai suffisamment de ressources, ou on va dire d'informations et de réflexion pour vous livrer un retour et une expertise et un petit regard critique sur, on va dire, les 15 dernières années où j'ai pu côtoyer beaucoup de personnes, où je voyais dans le développement personnel, quand on se rencontre en congrès, en séminaire, en conférence, en stage, ou même des personnes qui viennent me voir en consultation, et puis qui me rapportent ce qu'elles font. Et des fois, souvent, très très souvent, j'ai dû mettre le pied sur la pédale de frein, et très rarement j'ai pu être écouté, puisqu'il y a un effet d'addiction à la plante. On va dire ça, il y a un esprit de groupe qui se forme, qui est très fort autour de la plante, et celui qui viendrait questionner éventuellement le danger est vu comme un ennemi du groupe, au moins consciemment. Et donc j'ai vu une agrégation avec ces groupes-là, et puis les gens sortir du cadre, sortir du cercle amical, sortir du cercle familial, sortir du cercle thérapeutique, y compris de la médecine allopathique, pour se réfugier dans la plante avec des effets aléatoire pour être politiquement correct. En tout cas, avec un changement de tempérament, comme si, évidemment, on était plus crédible parce qu'on n'avait pas pris la plante, donc on n'était pas au même niveau de conscience pour comprendre, mais on voyait une espèce d'itération des personnalités. Et puis du coup, le cercle des envies de changer, puis évidemment, il y avait un éveil qui faisait que
les autres personnes ne pouvaient pas comprendre là où ça se situait. Et donc le fait d'essayer de revenir à la matérialité, un peu plus de sens sur un plan horizontal, était très difficile à chaque fois. Et donc ça finissait très souvent en rupture douce, hein. Il n'y avait pas de clash, mais il y avait une lente dérive. Et après, quelques mois, on va dire 2, 3 ans après, il y avait un retour souvent de déception par rapport à cet idéal qui avait été cherché. Et donc c'est là où je veux en venir sur la perte de sens occidentale. Il y a eu un travail de sape qui a été fait, on va dire, au niveau culturel, pour enlever le sacré et le beau de beaucoup d'endroits dans la société. Ce qui fait qu'il y a il y a un vide spirituel. On fait tout pour promouvoir la laïcité, ce qui peut être très bien, on n'est pas là pour débattre de la laïcité, mais en mettant au centre la laïcité, c'est comme si on combattait le spirituel aussi. Et ceux qui avaient une quête, qu'elle soit religieuse ou non, eh bien, se sentaient un petit peu mis à l'écart. Et donc, le naturel et la perte de sens en revenant au galop, eh bien, il y a certaines personnes qui vont chercher dans des endroits exotiques. Alors, ça peut être un stage de yoga en Inde, ça peut être aussi aller chercher en Indonésie, à Bali, des retraites très spirituelles avec le power yoga, plein de choses. Ça peut être aussi des quêtes de silence, comme ça se voit dans plusieurs ashrams, y compris en France, en Suisse, sur une dizaine de jours. Ça peut être voilà, dans des monastères au Népal ou autre. Et puis, ça peut être avec des substances actives. Et on voit que ça monte. Et je pense que ça tient au fait que, un, il y a un vide spirituel dans la société qui fait que on se coupe de nous-mêmes, hein, au final, et que du coup, on va aller chercher la réponse vers l'extérieur de manière mécanique, puisque la société nous montre ce modèle. C'est la pilule magique, c'est le mentor super, c'est la substance, la super huile essentielle, le super régime la super méthode qui, etc. Et donc, évidemment, là, on va aller aussi vers l'extérieur. Mais l'extérieur, pas trop compliqué, qui ne demande pas trop d'efforts, parce qu'on est quand même dans une société confortable. Donc, on va aller à l'extérieur, mais dans un environnement proche. Et puis, quitte à y mettre le prix, pour avoir, on va dire, de la praticité à aller vivre une transcendance. Et pourquoi aller chercher une transcendance? Parce que dans cette perte de sens, il y a aussi une perte de rituel. Il y a de moins en moins de baptêmes, il y a de moins en moins de mariages, il y a de moins en moins aussi de réunions où on ritualise le passage du baccalauréat. Maintenant, c'est plus rien le baccalauréat. Les études secondaires, pareil, c'est quand même très simple d'obtenir une licence, une maîtrise ou autre. Puis on se rend compte que les autres rituels qui sont proposés dans des secteurs, par exemple les étudiants en médecine, les étudiants en infirmière, bon, je prends les exemples de la santé, mais il y en a d'autres, les écoles d'ingénieurs, c'est plus des beuveries qu'autre chose, plutôt que des week-ends où on va s'accorder. Et donc là, il y a une forme de rituel, de passage, qui au niveau anthropologique est extrêmement important. Et donc là, là je parle de baptême, mais de mariage, mais peu importe en fait, quoi que ce soit, c'est des éléments qui permettaient, pour être une circoncision, on va dire, on s'en moque. En tout cas, ça marque des étapes significatives. Et là, on voit des individus un petit peu atomisés, coupés de racines culturelles. Et puis pour certains, c'est très lourd à porter, et ils n'arrivent pas à retrouver le chemin. Et donc, ils vont vers des endroits où il y a des représentations symboliques de quêtes, de rituels, de passages, d'initiation et de traversées d'existence d'une étape à une autre. Et donc, quand on arrive avec une forme d'attente qui peut des fois se parer sous les formes de désarroi, on arrive avec un mal-être. Alors, c'est pas grave d'avoir un mal-être, hein, le but c'est d'avancer avec, mais des fois le mal-être est trop profond. Et quand on met énormément d'attentes, quand on met énormément de moyens, eh bien il peut y avoir un phénomène d'addiction et de décompensation. Et moi c'est ce que j'ai vu quand même certaines fois. Des gens qui n'arrivaient pas à supporter la plante et qui étaient pris et absorbés par elle et qui décompensaient sans qu'elles s'en puissent se rendre compte parce que leur libre arbitre et leur lucidité étaient évaporés parce qu'ils existaient plutôt sur une sphère supérieure, hein, uniquement dans le mental, dans le psychisme et pas sur un plan incarné. Et donc, la solution, c'était quoi? C'était pas évidemment le sevrage et puis de revenir, par exemple, à quelque chose de très concret, de très matériel, de très ancré, de faire du jardinage, de faire du bûcheronnage, de faire de l'artisanat. Non, c'était encore plus de plantes, encore plus d'éthération, de pratiquer du pranisme, donc c'est-à-dire de se nourrir de lumière, enfin une espèce de décorporation, d'éthération, puis le fait de quitter le corps symboliquement et d'être le moins dans la lourdeur possible pour moins sentir l'épreuve du réel qui est, par essence, souffrant. Et donc c'est un message aussi de prudence, d'alerte, de dire à la fois
Il y a des études qui sont menées sur ces substances-là qui montrent des effets dans certains cadres, dans certaines doses. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que toutes les études là, qui sortent montrent que c'est à des dosages très précis, avec déjà des paramètres sanguins définis par les personnes de manière très précise. Puis avec des sélections selon des profils psychologiques, voire psychiatriques, très précis. Sauf que quand c'est fait à la cantonade, et bien évidemment, quand il n'y a pas d'individualisation, quand il n'y a pas de particularisme, et bien on peut rentrer en conflit avec les traitements. Il n'y a pas de traitement miracle, et en fait, c'est la dose qui fait le poison. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de se rendre compte, et là, il y a beaucoup de dégâts quand même qui sont faits. Je parlais au mieux, c'est de la rupture de lien social et puis de la perte d'argent. Au pire, eh ben, ça va être la décompensation, voire le décès, parce que oui, ça existe, en fait, des arrêts cardiaques, voilà, parce que les gens n'ont pas supporté les substances qu'ils ont pu prendre. Et donc ce message-là, toujours pareil, d'essayer de mettre à la fois de la raison, de la conscience, de l'information, et du bon sens, c'est-à-dire que rien n'est bon, rien n'est mauvais, à qui, pourquoi, sur quelle durée, à quelle dose et avec quel accompagnement. Ben, c'est ça les questions. Donc à la fois un enthousiasme à se dire il peut y avoir des traitements pour des maladies lourdes et chroniques qui n'ont pas de solution thérapeutique. Il y a des personnes qui sont allergiques ou alors sur lesquelles la morphine ne fait plus rien. Et donc là, ça pourrait être extrêmement aidant. Il y a des personnes suicidaires pour lesquelles les médicaments ne font plus rien. Et donc là, ça pourrait être aidant. Il y a des personnes qui ont qui ont des spasticités chroniques, et là, ça pourrait être aidant. Mais en fait, il n'y a jamais quelque chose qui est unilatéralement bon sans effet secondaire. Ça n'existe pas. Que ce soit une substance synthétique ou substance naturelle, pour l'instant, une substance qui n'a pas d'effet secondaire, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Ça peut être peu, ça peut être très peu sur beaucoup de personnes, mais quand même, il faut avoir la sagesse de reconnaître que on peut dire cet aliment est bon pour tout le monde, mais il y en a qui vont être intolérants, il y en a qui vont être allergiques, il y en a qui vont faire des chocs anaphylactiques, il y en a qui vont faire des œdèmes de Quincke. Et en fait, c'est ça. La réalité du vivant, c'est qu'on est tellement multiples au niveau physiologique, eh bien que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Et donc cette mode des stages, des retraites, un peu sous le manteau, qui s'organise en promettant un Eldorado New Age transcendant, eh bien cette transcendance, on peut aller la chercher autrement. On peut aller chercher, en fait, si on cherche une rentrée de transe, ça peut être par la rythmique. On sait aujourd'hui que par exemple, simplement des battements répétitifs, on peut accéder à des transes. Ça aussi, c'est les chercheurs du CNRS qui ont démontré ça depuis plusieurs années. On sait que par la musique, c'est possible. On sait que donc par la danse, comme je vous l'ai dit. On sait aussi que par la méditation transcendantale, c'est possible. Les derviches allaient chercher dans le fait de tourner des accès à la spiritualité. Le soufisme l'a utilisé comme outil. Donc il y a plusieurs choses. Il y a certains yoga nidra aussi qui permettent de faire ça. Donc là, il n'y a pas de substance, il n'y a pas entre guillemets de prise de risque. Il y a des techniques respiratoires aussi qui peuvent le permettre. Donc ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'investissement. Mais en même temps, ça demande aussi aller à l'intérieur, de ne pas attendre une réponse de l'extérieur, de dire donne-moi là quelques grammes ou milligrammes de plantes, je prends, je reste passif. Je suis à l'action parce que je vomis, je transpire, j'ai des visions, c'est pas agréable. J'ai une décompensation physique aussi, c'est pas agréable. Mais quand même, l'effort qui a été fait, c'est de réserver son stage par carte bancaire et de mettre là. C'est pas d'avoir une volonté forte, une discipline pour pouvoir tenir des exercices, aussi avoir un praticien, un encadrant qui est ferme, qui dit non, là on arrête, oui je voudrais continuer, je sens que non, là par le facteur prudence, tu arrêtes. Et donc ça amène de la frustration, et je pense que c'est un écho aussi à cette société du désir, cette société du toujours plus, cette société de la consommation de l'extérieur, et finalement c'est un peu antinomique avec cette volonté de retrouver un sens, et puis à la fois en étant dans quelque chose qui est purement consumériste. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné des informations. Je vous remercie de vous abonner également à cette chaîne pour avoir d'autres infos. Et puis laissez éventuellement vos expériences en commentaire, comme ça les gens qui liront pourront suivre. Donc si vous avez des expériences positives ou négatives, peu importe, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, merci à vous de les partager. Bonne fin de journée et à très vite.